Au Burundi, on note une recrudescence du phénomène des violences meurtrières. ITK, la principale ligue des droits de l'homme du pays, dit avoir recensé 63 cadavres depuis le début de l'année 2017. Au Sénégal, la société civile tente de sensibiliser la population à l'importance de s'inscrire sur les listes électorales dans le cadre des élections législatives qui doivent se tenir en juillet 2017. Et puis le cofondateur de l'éditeur de logiciels Microsoft, Bill Gates, est toujours l'homme le plus riche du monde, selon le classement du magazine américain Forbes, publié lundi. On en parle dans cette édition. Au Burundi, un colonel de la police a été retrouvé mort lundi à Bujumbura. Le cadavre a été retrouvé dans la cour intérieure de l'église de la paroisse Saint-Joseph de Ngagara, un quartier situé dans le nord de la capitale. Dans un autre incident, le corps d'un homme non identifié portant une blessure à la tête et un autre sur le côté avait été découvert dimanche dans la province de Muramvya, dans le centre du pays. Une recrudescence de phénomènes des violences meurtrières dans le pays qui préoccupe ITK, la principale ligue des droits de l'homme au Burundi. Cette ligue des droits de l'homme, interdite depuis début janvier, dit avoir recensé 22 cadavres découverts en janvier, 17 en février et 24 au cours des 3 premières semaines de mars. Des cadavres étaient régulièrement découverts dans les rues durant les premiers mois de la crise que traverse le pays. Mais ce phénomène avait ensuite pratiquement disparu avant de réapparaître en ce début d'année 2017. Notons que les violences ont fait entre 500 et 2000 morts et poussé quelques 400 000 personnes à quitter le Burundi depuis le début de la crise en avril 2015. En République démocratique du Congo, les membres de la dynamique de l'opposition, regroupement politique, membres du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, étaient en conclave à Kinshasa. Je suis l'homme le plus heureux parce que la dynamique vient de nous démontrer qu'on peut encore espérer à une classe politique des gens qui réfléchissent, qui se mettent autour d'une table et discutent valablement. C'est pour moi une joie immense de voir que cette plateforme aussi significative du rassemblement se ressaisissent, resserrent ses rangs, et pour moi c'est une très bonne chose. Des mises au point et des réarmements moraux pour faire avancer les choses. Ce n'est pas une convention, mais il se fait que pendant cette convention, nous avons constaté qu'il y a des gens qui voulaient faire reculer non seulement la dynamique, mais aussi les rassemblements. C'est pourquoi, dans la mise au point, on s'est dit que lorsque il y a des bois qui mettent trop de fumée, il faut les exclure justement. C'est ce qu'on a fait. Et l'exclusion, c'est au regard du contrat de confiance qui régit la dynamique de l'opposition. Elle a porté sur le thème de la réaffirmation de l'identité et du rôle de la dynamique de l'opposition dans le combat du peuple congolais pour l'alternance. Et cette convention, pour moi, elle est la meilleure parce qu'elle a débouché sur des résolutions pertinentes. Durant 2 jours, les participants à ces assises ont dressé le bilan des activités de la dynamique de l'opposition 2 ans après sa création. Ils ont également réfléchi sur les stratégies à mettre en place pour mieux se positionner au regard des enjeux à venir, dont la mise en place de l'accord du 31 décembre. En République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a quitté lundi les négociations parrainées par la Conférence épiscopale nationale du Congo. C'était lors d'une rencontre où le rassemblement de l'opposition et la majorité présidentielle étaient en discussion en vue de finaliser et mettre en œuvre les arrangements de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabonde, qui a claqué la porte des négociations, explique que c'était pour ne pas cautionner ce qu'il qualifie de vaste blague. Selon lui, la majorité présidentielle fait preuve de mauvaise foi et multiplie des pièges pour retarder l'application de l'accord trouvé le 31 décembre dernier.
Des accusations rejetées par Patrick Kakwata, député national et président du mouvement des réformateurs libéraux et membre de la majorité présidentielle. Ce dernier accuse le parti de feu Étienne Tshisekedi de faire une fuite en avant. Il appelle le rassemblement de l'opposition à mettre de l'ordre dans ses rangs afin de présenter les documents nécessaires pour la nomination du prochain Premier ministre. Au Sénégal, les élections législatives doivent se tenir en juillet prochain. Pour pouvoir accomplir leurs devoirs civiques, les Sénégalais doivent s'enrôler sur les listes électorales et obtenir une nouvelle carte d'électeur. Celle-ci leur servira non seulement de carte d'identité nationale, mais également de carte d'identification pour les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais alors que les inscriptions ouvertes depuis octobre se terminent le 23 avril, la société civile tente ces derniers jours de sensibiliser la population sur l'importance d'aller s'inscrire rapidement sur les listes électorales. Pour ce faire, Valdiodio Ndiaye du collectif des organisations de la société civile pour les élections a mis au point des spots de sensibilisation diffusés en langue nationale dans les médias. À partir du 24 avril, les inscriptions pour l'obtention de la nouvelle carte biométrique se feront dans les commissariats de police. Ainsi, les retardataires pourront eux aussi disposer de leur carte d'électeur couplée à leur nouvelle carte d'identité, mais ne pourront pas voter aux prochaines élections législatives. L'affaire dite Iranium Gate, révélée par l'hebdomadaire indépendant Le Courrier, sera peut-être élucidée dans les prochaines semaines. Les Nigériens pourront donc un jour connaître la vérité sur la destination des 200 milliards que cette vente attribue à l'actuel ministre des Finances, à l'époque des faits, directeur de cabinet du président de la République, aurait rapporté à l'État du Niger. À l'initiative de l'opposition, l'Assemblée nationale a mis en place une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière. Dans le cadre de ses prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale a adopté la résolution numéro 1 portant création d'une commission d'enquête sur l'affaire de vente d'uranium. Votre mission consistera donc à recueillir des éléments d'information sur les faits déterminés se rapportant à cette affaire. Vous en ferez rapport à l'Assemblée nationale. La commission, qui est composée des membres de tous les groupes parlementaires, a 45 jours pour déposer son rapport sur le bureau de l'Assemblée nationale. Secret de délibération oblige, aucune information ne filtrera avant la fin de l'enquête. La plénière avait décidé que le rapport doit être déposé au plus tard dans les 45 jours. Donc c'est un délai de rigueur. Les députés ont estimé qu'on pouvait le faire bien avant. Maintenant, c'est l'ampleur du travail qui déterminera tout ceci. Pour le moment, permettez-moi de ne pas m'étaler sur nos conditions de travail, puisque comme je vous l'ai dit, je suis membre de cette commission ad hoc et que je suis tenu, n'est-ce pas, de ne rien dire par rapport à ce que nous faisons ou que nous ferons. De par ses prérogatives, la commission pourra entendre tous ceux qui sont cités dans cette affaire, dont notamment les responsables d'Areva. Le cofondateur de l'éditeur de logiciels Microsoft, Bill Gates, est toujours l'homme le plus riche du monde. C'est ce qu'a révélé le classement publié ce lundi par le magazine américain Forbes, qui confirme l'ascension irrésistible des géants d'Internet. Pour la 4e année d'affilée et la 18e sur les 22 dernières années, Bill Gates arrive en tête du classement avec une fortune personnelle estimée à 86 milliards de dollars. Outre les jeunes fortunes d'Internet, le seul à avoir quelque peu bousculé la hiérarchie est le Français Bernard Arnault, président-directeur général et fondateur du groupe de luxe LVMH qui passe de la 14e à la 11e place. Son patrimoine a augmenté de 22% en un an à 41,5 milliards de dollars. Il devance maintenant sa compatriote Liliane Bettencourt, héritière de l'empire des cosmétiques L'Oréal, avec 39,5 milliards de dollars.
L'investisseur américain Warren Buffett, le dauphin au classement, est aussi un ami très proche de Bill Gates. Il suit d'ailleurs ce dernier à bonne distance avec un patrimoine estimé à 75,6 milliards de dollars. Autre progression marquée, celle du président directeur général et fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui à 32 ans seulement est maintenant à la tête d'un patrimoine de 56 milliards de dollars, ce qui le situe en 5e position du classement. Le président rwandais Paul Kagame a rencontré lundi pour la première fois le pape François lors d'une audience au Vatican. L'entrevue entre le pape et le président rwandais, accompagné de son épouse, a duré une vingtaine de minutes dans une atmosphère décrite comme cordiale. Le pape François a imploré le pardon de Dieu pour les péchés et manquements de l'Église et ses membres durant le génocide de 1994 au Rwanda. Selon un communiqué du Vatican, le pape a exprimé sa profonde tristesse et celle du Saint-Siège et de l'Église pour le génocide perpétré contre les Tutsis, ainsi que sa solidarité avec les victimes et ceux qui continuent de souffrir des conséquences de ces événements tragiques. C'est un grand jour et un nouveau chapitre dans les relations entre le Rwanda et l'Église catholique, s'est félicité Paul Kagame, soulignant sur son compte Twitter que la faculté de s'excuser constituait un acte de courage. Rappelons qu'en novembre dernier, le gouvernement rwandais avait estimé que le Vatican devait demander pardon pour le rôle de certains représentants de l'Église dans le génocide qui a fait 800 000 morts en 1994 selon l'ONU, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Angela Merkel menace les responsables turcs d'interdiction de meetings électoraux. La chancelière allemande a en effet menacé lundi d'interdire les responsables turcs de prendre part à des réunions électorales pro-Erdogan en Allemagne. Une décision qui intervient après de nouvelles attaques à son encontre proférées par le président turc. Il y a quelques jours, le gouvernement fédéral a fait savoir très clairement à la Turquie que les apparitions de politiciens turcs en Allemagne ne peuvent avoir lieu que sur la base du respect des principes de notre Constitution. En d'autres termes, le gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, ce qui inclut un réexamen des autorisations accordées. Il faut dire que les rapports entre la Turquie et l'Allemagne traversent une crise aiguë depuis l'interdiction de plusieurs réunions électorales pro-Erdogan sur le territoire allemand. Berlin soupçonne Erdogan de vouloir, via ses provocations, se poser en victime pour mobiliser la communauté turque en vue du référendum du 16 avril prochain. Le dit référendum porte sur une réforme constitutionnelle censée renforcer ses pouvoirs alors que le régime est déjà accusé de dérive autoritaire.